Que se passe-t-il sur les marchés financiers? Comment rentabiliser vos revenus à la Bourse régionale des valeurs mobilières? Comment gagner de l'argent à travers les crypto-monnaies? Quelle stratégie adopter pour vous enrichir sur le marché des devises? Ici, nous parlons de finance, de forex, de trading, d'investissement, de matières premières. Bienvenue au cœur de la bourse. Amis téléspectateurs, bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour partager avec vous notre passion pour les marchés financiers. Au cœur de la bourse est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire qui vous plongera au cœur de l'actualité économique et financière avec une participation effective des meilleurs experts de la finance de marché au niveau donc de l'espace UMOA. Sans plus tarder, nous commençons tout de suite avec la première rubrique, à savoir les tendances du marché. Parlons des tendances du marché. Nous allons donc pour la circonstance faire un focus sur les performances hebdomadaires dégagées par la Bourse régionale des valeurs mobilières. Alors, parlons des indices principaux. Il faut noter que le BRVM10 est passé de 163,97 à 163,61 points, soit une chute hebdomadaire de 0,22%. Le BRVM Composite a clôturé à 205,32 points, soit une baisse hebdomadaire de 0,73%. En ce qui concerne les indices sectoriels, il faut retenir que le BRVM Industrie a terminé à 103,57 points, soit une baisse hebdomadaire de 2,35%. Le BRVM Service Public a terminé à 470,98 points, soit un repli hebdomadaire de 1,10%. En ce qui concerne le BRVM Finance, il a terminé son parcours dans la zone des 77,37 points, ce qui représente une régression hebdomadaire de 1,34%. S'agissant du BRVM Transport, il a achevé sa course en cotant une valeur de 441,94 points, soit une correction hebdomadaire de 1,59%. Pour ce qui est du BRVM Agriculture, il s'est affiché à 314,85 points, soit une progression hebdomadaire de 5,09%. Pour ce qui est du BRVM Distribution, il s'est affiché à 375,59 points, soit une accélération hebdomadaire de 0,65%. Et on termine avec le BRVM Haut Secteur qui a clôturé à 1715,10 points, soit une hausse hebdomadaire de 1,46%. Après les indices sectoriels, nous attaquons tout de suite avec les trois plus fortes hausses réalisées au niveau du marché des actions. Donc, on note tout de suite que le titre SAPH est passé de 5 400 à 5 800 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 7,41%. La valeur Air Liquide Côte d'Ivoire a clôturé à 845 francs CFA, ce qui représente une amélioration hebdomadaire de 5,63%. Et le titre Nestlé Côte d'Ivoire, il est passé de 6 780 à 7 100 francs CFA, ce qui représente donc une hausse hebdomadaire de 4,72%. En ce qui concerne les mouvements de chute, le plus important a été enregistré sur la valeur Solibra Côte d'Ivoire qui est passé de 119 000 à 106 755 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 10,29%. Le titre BOA Côte d'Ivoire a clôturé à 4 495 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 8,17%. Et on termine avec la valeur Sicor Côte d'Ivoire qui est passée de 6 330 à 5 980 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 4,17%.
Après avoir rappelé donc les performances hebdomadaires dégagées par le marché des actions de la BRVM, nous allons maintenant entamer une nouvelle rubrique, à savoir le décryptage avec nos experts exceptionnels, nos experts compétents, nos experts qui nous aideront bien sûr à mieux comprendre et à mieux assimiler certaines notions des marchés financiers. Alors, pour la rubrique décryptage, nous allons recevoir progressivement des experts, que ce soit des analystes financiers, des gestionnaires de portefeuille, des experts en finance, etc. Ils viendront donc sur ce plateau pour pouvoir expliquer ce qui paraît technique, ce qui paraît compliqué pour le commun des mortels, dans bien sûr l'objectif de, j'ai envie de dire, de contribuer à l'éducation financière de tous nos téléspectateurs. Alors pour ce numéro, nous recevons comme invité M. Nyangoran Davy. Bonjour M. Nyangoran. Bonjour M. Lo. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. D'accord. M. Nyangoran, nous le rappelons, est seul trader à Sirius Capital. Et avec lui, nous allons aujourd'hui essayer de comprendre ce que c'est que la bourse. Alors M. Nyangoran, tout à l'heure, nous disions que vous êtes seul trader. En quoi est-ce que ça consiste concrètement, le poste de sales trader? Ouais, merci Monsieur Lo. Il faut comprendre par sales trader que ça résume 3 thèmes, à savoir le gestionnaire, le vendeur et le négociateur. Par le vendeur, c'est celui-là qui est chargé de trouver les investisseurs qui sont aptes à réaliser des opérations sur le marché financier. Par négociateur, il faut savoir qu'il n'existe pas de marché financier sans négociateur. Parce que c'est le négociateur qui est chargé de pouvoir réaliser les opérations, les transactions, les différents ordres de bourse reçus de la part des investisseurs. Et il faut comprendre par gestionnaire que celui-là même qui amène les investisseurs à pouvoir avoir un portefeuille qui est dans une performance. Donc vous cumulez tous ces postes-là. Oui. Et ça se passe bien? Oui, ça se passe super bien. D'accord. Alors, M. Nyangoran, vous allez nous permettre de mieux comprendre la notion de bourse. On encourage tout le monde à investir en bourse, à placer son argent en bourse. La bourse, c'est quoi exactement, M. Nyangoran? Pour mes téléspectateurs, je veux qu'ils sachent d'abord que la bourse, c'est un marché. Okay. D'abord, la bourse, c'est un marché où se rencontre une offre et une demande. Mais les produits qui sont changés au niveau de la bourse, pour faire simple, c'est ce qu'on appelle les produits financiers, les titres financiers. D'accord. Voilà. Donc la bourse est le lieu, est un marché de rencontre entre l'offre et la demande pour l'échangeur de titres financiers. En d'autres termes, c'est le lieu où se rencontrent les agents en besoin de financement et des agents en capacité de financement. D'accord. Alors, au niveau de l'espace UMOA, on nous dit qu'il y a une place boursière du nom de la BRVM. Est-ce que vous confirmez cela? Et de quoi s'agit-il exactement? Oui, je confirme cela. Au niveau de l'UEMOA, nous avons une place boursière qui est la BRVM, qui signifie Bourse régionale de valeurs mobilières. C'est la plateforme de marché financier qui réunit les 8 pays de l'UEMOA. Et sur cette plateforme-là, nous avons 46 entreprises qui étaient cotées. Aujourd'hui, nous sommes à 45 côtés, ou une qui ne réalise pas réellement d'opérations dans les 45, il y a 44 qui sont actifs réellement sur le marché. Donc c'est notre marché financier qui regroupe 8 secteurs dont 7 sont actifs, à savoir les secteurs de finance, les secteurs publics, secteur agriculture. Donc c'est sur ce marché-là que, au niveau de l'UEMOA, nous pouvons échanger les titres financiers qui sont vendus. D'accord. Alors, on va également essayer de bien comprendre certaines notions. Quand vous parlez de titres financiers, est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets? Voilà. Il faut savoir que les titres financiers sont de plusieurs ordres. Mais au niveau de notre marché de la BRVM, nous avons deux titres financiers que nous transigeons le plus, à savoir l'action et l'obligation. Les actions, ce sont des titres de propriété. Des titres de propriété, c'est-à-dire détenir une action, c'est détenir un titre de propriété d'une entreprise qui te permet d'avoir une fraction du capital. Donc l'action, c'est un titre de propriété qui représente une fraction du capital d'une entreprise. Donc détenir une action te permet de devenir actionnaire, c'est-à-dire copropriétaire de cette entreprise, au montant ou bien à la part d'action que tu détiens. Voilà. L'obligation, quant à lui, c'est un titre de créance. Un titre de créance, c'est-à-dire ça te permet d'avoir une partie de la dette de l'émetteur. Voilà. Donc l'obligation, lui, c'est un titre de créance qui te permet d'avoir une partie de la dette de l'émetteur qui l'émet sur le marché. Donc
voici un peu les titres qui sont émis sur notre marché. D'accord, je vais rebondir sur la notion d'obligation. Cela veut dire quoi? Lorsque, par exemple, un État émet un emprunt obligataire et que moi, le citoyen lambda, je souscris à cet emprunt-là en payant, par exemple, 10 000 francs CFA, l'État qui a émis l'emprunt obligataire est censé me reverser ce montant, c'est-à-dire l'État me doit de l'argent. Est-ce de cette façon que ça fonctionne? C'est effectivement ça. D'accord. Mais qu'est-ce que je gagne en souscrivant à une opération d'emprunt obligataire? Quand vous souscrivez un emprunt d'opération obligataire, Oui. la première chose que vous gagnez sont les coupons. Le coupon, c'est le taux d'intérêt. Ok. C'est-à-dire que puisque c'est une dette, vous accordez du crédit à cet État-là qui vient émettre cette opération sur le marché. Donc cet État-là, par derrière, doit vous verser les intérêts. Et c'est les intérêts-là qui sont appelés les coupons. Donc, en fonction du montant que vous allez acheter au niveau du nombre de titres que vous allez posséder sur cette dette-là, voilà, vous serez à chaque date d'anniversaire, de la date de valeur, c'est-à-dire qu'à partir de laquelle l'emprunt commence à courir, vous allez recevoir des intérêts au prorata du montant que vous avez. Voilà, donc c'est ce que vous gagnez en ayant des obligations dans votre portefeuille. D'accord. Et au niveau des actions, comment on gagne de l'argent avec les actions? Les actions, on gagne de l'argent à deux volets. Le premier volet, le plus commun, c'est les dividendes. Puisque quand vous devenez actionnaire dans une entreprise, vous avez droit aussi à bénéficier de tout ce qui est avantage. Et le premier avantage dans une entreprise, c'est de pouvoir bénéficier du bénéfice. Et le bénéfice, c'est ce que revient aux actionnaires, c'est ce qu'on appelle le dividende. Le dividende, c'est la part du bénéfice qui est donnée aux actionnaires, partagée aux actionnaires. Donc, lorsque vous achetez une action, en fonction du nombre d'actions que vous détenez, vous allez recevoir le dividende à celui-là multiplié par le dividende unitaire que vous avez. Si vous avez 10 actions, vous allez avoir 10 multiplié par la valeur du dividende qui sera partagée. D'accord. En plus de ça, au niveau du marché, vous avez ce qu'on appelle, puisque le marché fluctue, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la plus-value. C'est-à-dire que vous pouvez acheter votre action à un coût bas et dans le moment de vente, ce coût-là peut grimper. Il peut y avoir quand même une différence entre le coût d'achat et le coût que vous souhaitez vendre. Cette différence positive-là est appelée plus-value. Donc, vous gagnez soit en dividende, soit en plus-value, ou vous pouvez gagner aussi les deux. Alors, donc, parlons de plus-value, par exemple, pour que nos téléspectateurs puissent mieux comprendre. Je peux, par exemple, acheter une action à 10 000 francs CFA, je la conserve sur une certaine période et je la revends après à peut-être 15 000 francs CFA et je réalise une plus-value de 5 000 francs. Ah, d'accord. C'est bien ça. D'accord. Le marché, c'est ça. C'est savoir acheter, savoir vendre. D'accord. Donc, vous pouvez, comme vous l'avez dit, vous achetez votre action à 10 000 francs CFA, vous laissez le temps à votre action de prendre de la valeur et après vous sortez. Mais on apprend aussi que, bien sûr, au niveau des marchés financiers, ce n'est pas toujours qu'on gagne de l'argent. Et c'est là, certainement, qu'on va maintenant parler de la notion du risque. Est-ce que investir à travers les actions, est-ce que ce n'est pas risqué pour l'investisseur? Il faut savoir que au niveau de la bourse, il y a la parité risque-rentabilité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Plus le risque est élevé, plus la rentabilité est élevée. Et il faut que les téléspectateurs aussi sachent que lorsqu'on vient à la bourse, ce n'est pas pour gagner de l'argent rapide. C'est des investissements à long terme. Quand on investit en actions, on doit se mettre dans le volet de long terme pour pouvoir réaliser de meilleurs gains. Donc, lorsque vous venez souscrire à une action, le but, ce n'est pas de sortir 3 mois après. Le but n'est pas de spéculer. Mais le but, c'est de laisser votre action prendre de la valeur. Le but, c'est d'avoir le goût de l'attente. Non, mais monsieur Niangoran, si vous me permettez de vous interrompre, mais il y a également certaines personnes qui viennent en bourse, mais pour spéculer. Oui, il y a, comme au niveau du marché, il y a des titres spéculatifs, comme des titres de croissance, comme des titres de rendement. Donc, il y a ces personnes-là qui viennent au niveau de la bourse pour pouvoir spéculer. Mais ce que je veux faire comprendre aux investisseurs, c'est que lorsque votre portefeuille se dévalue, cela ne doit pas vous alarmer à vendre tous vos titres ou bien à crier à la perte. Mais de laisser le temps à cette valeur-là de reprendre de la valeur. Nous avons l'exemple du titre Palmsy des années en arrière. Le titre Palmsy était un titre qui se vendait à près de 1000 francs sur le marché. Aujourd'hui, notre titre Palmsy se vend à plus de 11 000 sur le marché. Donc, on voit déjà ici le fait que ceux qui ont pu garder le calme sur ce titre là aujourd'hui réalisent des bénéfices. Donc c'est ce volet sur le long terme, c'est ce volet attente que je veux que les téléspectateurs comprennent sur le marché boursier. Alors on aura le temps
au cours des prochains numéros de développer un certain nombre de choses. Donc, parlant par exemple des obligations, est-ce que acheter une obligation comporte également un risque? Les obligations, d'abord, il faut comprendre que ce sont des actifs moins risqués. Nos obligations sur notre marché sont des actifs moins risqués. D'accord. Mais elles aussi, elles renferment aussi des risques. Nous avons d'abord le risque de crédit. Le risque de crédit qui est lié même à l'émetteur de l'obligation. C'est en cela que les agences de notation attribuent des notes aux différents émetteurs pour les permettre de savoir si cet émetteur-là est un émetteur sur lequel on peut aller souscrire à ses obligations ou on peut souscrire à ses emprunts. Donc, il y a ce risque-là de crédit-là qui est aussi lié encore au risque de solvabilité. Nous avons vu le cas du Mali, où à cause de la crise qui s'est fait ressentir, oui, il y a eu un retard de paiement sur les différents intérêts et les différents remboursements qui devaient se faire. Donc il y a le risque de crédit d'abord qui est réalisé et aussi il y a le risque de marché. Le risque de marché au niveau des obligations, qu'est-ce que c'est? Il y a le fait que les obligations, le prix peut diminuer. Puisque si le taux de marché est élevé, que votre taux d'obligation que vous avez en portefeuille, votre obligation va se dévaluer. Dans le cas contraire, votre obligation va prendre de la valeur. Donc, il y a aussi ce risque-là. Donc, cela dépend aussi de l'État qui émet ces obligations ou bien de l'entité, que ce soit secteur public ou privé, qui émet cet emprunt-là. D'accord. Alors, M. Niangoran, merci beaucoup. Aujourd'hui, on ne pourra pas développer certains aspects. Je pense qu'au cours des prochaines émissions, nous allons encore entrer en profondeur. Je pense que nous avons beaucoup appris aujourd'hui sur les actions, les obligations, la définition même de la bourse. On a également vu comment est-ce que la BRVM fonctionne. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et nous allons donc vous recevoir très bientôt pour encore aborder d'autres thématiques concernant les marchés financiers. Sans plus tarder, nous allons passer à une autre rubrique en recevant un autre expert qui viendra cette fois-ci nous parler de crypto-monnaie. On y va donc avec Crypto Market. Amis téléspectateurs, vous êtes donc au cœur de la bourse, votre nouvelle émission consacrée entièrement au marché financier. L'heure est venue pour nous d'aborder la crypto-monnaie, les questions donc relatives à la crypto-monnaie. Et pour la circonstance, nous recevons un expert, une référence à la matière au niveau de l'espace UMOA. Donc, Monsieur Fofana Lassina, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la société Biwari. Biwari qui est une entreprise de gestion d'actifs de crypto-monnaies. Et donc, grâce à vous, nous espérons pouvoir cette fois-ci bien comprendre, bien assimiler les notions relatives donc à la crypto-monnaie. Comment allez-vous, M. Fofana? Je vais super bien. Et les activités à Biwari, ça se passe bien? Les activités se passent super bien. Actuellement, nous accompagnons, en plus de la gestion des actifs, d'autres entreprises qui veulent intégrer la technologie qui met en œuvre les crypto-monnaies dont on va parler tout à l'heure dans leur process. D'accord. Alors, M. Fofana, comme je le disais tout à l'heure, la crypto-monnaie, la notion de crypto-monnaie constitue un mythe pour beaucoup de personnes. OK? De façon simplifiée, M. Fofana, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par la notion de crypto-monnaie? Qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie? D'accord, merci beaucoup. Déjà, pour faire très simple, le mot crypto-monnaie même est composé de deux mots, crypto et monnaie. Donc, c'est une monnaie d'abord qui est cryptographique. Et c'est une monnaie encore qui est totalement numérique. Donc, vous ne verrez jamais de billets ou de pièces de crypto-monnaie en circulation. Donc tout se passe dans le virtuel apparemment. C'est ça, tout se passe sur Internet. D'accord. Maintenant, fondamentalement, la différence entre la crypto-monnaie et la monnaie fiduciaire comme le franc CFA, l'euro et le dollar que nous connaissons, c'est que la crypto-monnaie n'est pas gérée par un organe central comme la banque centrale, la BCAO pour le franc CFA, la BCE pour l'euro. Ça, c'est le volet, je peux dire, fondamental. Aujourd'hui, moi, je préfère plus utiliser le mot crypto-actif que crypto-monnaie. Parce qu'au-delà, en fait, aujourd'hui, il y a plus de 21 000 crypto-monnaies qui existent, mais on va en parler. D'accord, d'accord. Alors, quand on parle aussi de crypto-monnaie, très souvent, on entend une autre notion, la blockchain.
Quel est le lien entre la crypto-monnaie et la blockchain? Effectivement, il ne peut exister de crypto-monnaie sans blockchain. Parce que la blockchain, c'est la technologie qui met en œuvre les crypto-monnaies. D'accord. J'aime prendre pour exemple Internet. Voilà. Internet, c'est une technologie de communication, d'abord, qui permet de communiquer, de casser en fait la distance entre les gens. Voilà pourquoi on a vu naître WhatsApp, Facebook et autres. Donc, dans le domaine de la crypto-monnaie, il y a la blockchain qui est la technologie qui met en œuvre cette crypto-monnaie à travers, en fait, tout simplement un registre dans lequel on inscrit toutes les transactions, toutes les informations qu'on veut partager, stocker, échanger. Et contrairement encore aux autres moyens de stockage, cette fois-ci, ce stockage-là n'est pas fait de façon centralisée. Il est vraiment fait de façon décentralisée. Donc le registre n'est pas détenu par une personne ou une entité. Mais le registre dont vous parlez, je veux dire, où est-ce qu'on retrouve ce registre? Est-ce que c'est sur Internet? Est-ce que c'est dans des ordinateurs? Bien sûr, le registre, tout le monde peut posséder le registre sur un ordinateur. Il suffit juste de télécharger un logiciel et puis vous synchronisez le logiciel avec le réseau de la blockchain en question, parce que dans la blockchain aussi, il y a plusieurs blockchains. Chaque blockchain n'a pas forcément la même utilité. Voilà, donc il est important que je fasse cette précision. Donc, vous avez la possibilité de télécharger ce registre et de le vérifier par vous-même, dans un souci en fait de transparence. Parce que si nous deux, nous sommes en contrat et que on doit quand même mettre un process de vérification. Exactement. De telle sorte que ni vous, ni moi n'ayons la possibilité en fait de modifier quoi que ce soit sur ce sur quoi on s'est attendu avant. Et donc, dans ce cas, si le contrat est détenu par une seule des parties, c'est clair que dans 5 ans, moi, je n'aurai pas forcément l'assurance que quelque chose n'a pas évolué dans ce document. Alors que si le document, en fait, est partagé à des milliers de personnes à travers le monde, il y a très peu de chances qu'on puisse retrouver ces personnes pour modifier la majorité de, par exemple, ce document. Alors qu'encore, une autre difficulté rajoutée en fait dans la blockchain, c'est que les détenteurs de ces registres ne se connaissent pas. Ah bon? D'accord. Donc c'est l'anonymat total. Voilà, parce que, comme on le dit tous les jours, dans tous les actes de tous les jours, on est obligé de faire confiance en quelqu'un. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde a son prix. Donc, c'est vraiment ce problème de tiers de confiance que la blockchain vient adresser. Et donc, pour parler toujours des tiers de confiance, comme je l'ai expliqué, la crypto-monnaie, étant donné qu'il n'y a pas d'organe central, donc il n'y a pas d'intermédiaire. Parce que si vous utilisez le franc CFA à travers peut-être la monnaie électronique comme le mobile money ou bien les cartes Visa, en fait, quand vous faites une transaction, techniquement, ce n'est pas vous qui faites la transaction. Vous donnez ordre à votre banque de débiter votre compte et de créditer le compte de votre correspondant. Alors qu'avec la crypto-monnaie, étant donné qu'il n'y a pas de tiers de confiance, la transaction se fait de pair à pair, comme on le dit. Donc, c'est moi qui débite mon compte pour créditer le vôtre. L'avantage, c'est que je paye moins de frais. Parce que là, je n'ai pas à payer de frais d'intermédiaire, en fait. D'accord. Donc, en fait, quand j'écoute vos explications, je peux déduire tout de suite que les transactions qui se font au niveau de la crypto-monnaie, ces transactions-là sont sécurisées d'une certaine façon. Bien sûr. Et elles se font dans la discrétion la plus totale, apparemment. Oui. D'accord. Déjà, tout ça est basé sur des algorithmes très puissants de cryptographie. Voilà pourquoi le mot crypto ressort dans la nomenclature même de la chose. Et quels sont ceux qui émettent la crypto? On sait que dans l'économie classique, la monnaie est émise par les banques centrales. Dans le cadre de la crypto-monnaie, l'émetteur, c'est qui? L'émetteur, c'est tout le monde. Voilà, tout le monde peut émettre sa crypto-monnaie. Mais il faut savoir en fait le pourquoi de la création de la crypto-monnaie. Parce que on ne crée pas quelque chose qui ne vient pas résoudre ou bien adresser un problème, clairement. C'est parce qu'il y a eu des insuffisances, je peux dire, dans la manière de faire avec la monnaie fiduciaire que les crypto-monnaies ont vu le jour. C'est vrai, le volet centralisé des monnaies fiduciaires que nous connaissons a ses avantages et aussi ses inconvénients. On sait clairement que le franc CFA
ben, c'est un outil, je peux dire, de souveraineté des États de l'UEMOA. Okay. Donc, c'est l'UEMOA, c'est le Conseil des ministres de l'UEMOA qui gère la politique monétaire. Et donc, par principe, toutes les monnaies fiduciaires sont, par exemple, inflationnistes. Donc, ce qui fait que, mécaniquement, ben, elles perdent de la valeur forcément dans le temps. Elle peut aussi prendre la valeur. Ben, en fait, si vous faites le ratio, depuis la création d'une monnaie à aujourd'hui, c'est clair qu'elle a perdu sa valeur. Clairement, il n'y a pas une monnaie dans ce monde-là qui, depuis sa création, n'a fait que prendre de la valeur. Tout simplement parce qu'il y a le mécanisme d'inflation. Okay. Alors qu'avec la crypto-monnaie, qui, elle, vient en fait adresser le problème autrement en étant déflationniste. Ça veut dire que, dès le départ, si on a décidé, par exemple, qu'il y a un certain nombre de pièces, ben, du moment où cette information est considérée comme un contrat qui te lie avec les utilisateurs de la dite monnaie, ben, vous ne pourrez pas dans le futur modifier cette information tout simplement parce qu'elle est démultipliée par 1 million de fois à travers le monde. Alors, M. Fofana, le thème est très riche, le thème est très dense, on ne pourra pas entrer en profondeur aujourd'hui. Alors, mais ce que je veux savoir avant de vous laisser partir, qui a créé la crypto-monnaie, la première crypto-monnaie? Ben, la première crypto-monnaie d'abord s'appelle le Bitcoin, qui a été créé par quelqu'un ou un groupe de personnes qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Et cette personne ou bien ce groupe de personnes anonymes, en fait, donne toute la quintessence, je peux dire de la pertinence même de l'existence des crypto-monnaies. Parce que pourquoi tout le monde a confiance en quelque chose dont on ne connaît pas le fondateur? Ben, tout simplement parce que ce qui est promis... Vous pensez que ça rassure? Ah oui, pourquoi? Parce que si aujourd'hui on a des millions, des centaines de millions de personnes à travers le monde qui utilisent ce système, ben, ça veut dire quelque part que la confiance est en train de venir. Parce que je vous informe que des institutions sont en train de se lancer là-dedans. Dernièrement, il y a la République centrafricaine qui a carrément lancé un projet dans ce sens. Mais est-ce que ça marche? Ben, laissons-les faire pour en juger du résultat. Donc, ici, ce que je voulais souligner en fait est que ben, du moment où on ne connaît même pas le fondateur, ce qui devait d'ailleurs faire peur, mais si on voit qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, ça veut dire que la promesse de cette monnaie-là tient et ne dépend plus en fait de Satoshi Nakamoto. Ça veut dire aujourd'hui clairement pour le Bitcoin, qui normalement à terme aura 21 millions de pièces, cette information ne peut même plus être changée par le fondateur. Vous voyez comment c'est merveilleux. D'accord. Alors on aura le temps de revenir sur beaucoup d'autres aspects relatifs à la crypto-monnaie. Quel est votre dernier mot, M. Fofana? Ben, mon dernier mot déjà, c'est que tout n'est pas rose aussi dans la crypto. Il y a beaucoup de risques, comme dans tout business d'ailleurs. Voilà pourquoi il est très important de se faire former, surtout à connaître les risques, mais à savoir surtout les gérer. Et je vais terminer pour dire que l'Afrique a raté plein d'opportunités et de virages majeurs dans son existence, tels que la révolution industrielle, la révolution d'Internet. Pour preuve, ben, on n'a pas de dinosaures dans ces secteurs qui existent en Afrique. Pourtant, avec la crypto, ben, on est dans un tournant majeur, je peux dire, du nouveau paradigme financier. Et ça ne fait que 13 ans d'existence, donc ne ratons pas cette opportunité. Merci M. Fofana. Grâce à vous, nous avons beaucoup appris en ce qui concerne la notion de crypto-monnaie. Je pense qu'au cours des prochains numéros, on aura encore l'occasion de creuser la réflexion, on aura encore l'opportunité de développer certains aspects avec vous afin de mieux comprendre ce qui se passe au niveau du marché des crypto-monnaies. Est-il important pour un investisseur de s'intéresser à l'information économique et financière? Nous abordons maintenant cette question dans la rubrique « Mon conseiller financier ». Alors, à travers la rubrique « Mon conseiller financier », nous aurons l'opportunité de partager des astuces, de donner des conseils aux téléspectateurs pour vous permettre d'être plus efficace dans vos différentes opérations sur les marchés financiers. Alors, pour ce numéro, nous recevons Adoulor, qui est chargé clientèle corporate
à Africa Bourse. Bonjour Laure. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et les activités à Africa Bourse, tout se passe bien? Tout se passe très bien. D'accord. Alors avec vous, nous allons essayer de voir est-ce qu'il est vraiment important pour l'investisseur de s'intéresser à l'actualité économique. Et donc tout de suite, d'entrée de jeu, je vais vous poser la question suivante. Laure, est-ce que pour l'investisseur lambda, il est opportun, il est intéressant pour donc l'investisseur lambda de prêter attention à l'actualité économique et financière, selon vous? Oui, il est très important pour un investisseur de pouvoir s'informer sur l'actualité économique de son pays et même des pays membres de l'UEMOA. D'accord. Et moi, en tant qu'investisseur, qu'est-ce que je gagne à m'intéresser à l'actualité économique? Je veux investir dans les actions, dans les obligations. Qu'est-ce que je veux dire? En quoi est-ce que c'est important pour moi de m'intéresser à l'actualité économique, comme vous le dites, pour pouvoir acheter une action, pour pouvoir acheter une obligation? Déjà, il faut comprendre que prendre une action d'une structure cotée en bourse, Oui. c'est d'avoir déjà la culture de cette société-là au niveau économique. Il faut D'accord. savoir déjà comment est-ce qu'elle se comporte sur le marché, quelles sont ses attentes, quels sont ses revenus déjà. D'accord. Et trimestriellement, il est donné des informations sur l'état financier de cette structure. D'accord. Donc, l'investisseur qui n'a pas pris Connaissance. de ces informations-là peut déjà se ruer s'il y a des chutes au niveau des actions sur le marché. D'accord. Donc, si je vous comprends bien, si moi, par exemple, je veux acheter des actions d'une société, il est intéressant pour moi de savoir, enfin d'avoir des informations sur la société. Voilà. D'accord. Comment est-ce que les activités de la société évoluent Au cours de l'année, au cours des seconds trimestres, il y a des D'accord. informations qui sont données sur D'accord. la rentabilité de la structure. Donc, D'accord. il est bon pour l'investisseur de déjà avoir ces informations-là pour se préparer à d'autres investissements futurs. D'accord. Donc, c'est à partir de ces informations-là que moi, en tant qu'investisseur, je peux prendre des positions sur le marché. Voilà. Et si je n'ai pas connaissance de ces informations, si je ne sais pas, si je n'ai aucune information sur telle société, il n'est pas intéressant pour moi de prendre des décisions d'investissement sur la société en question. En question, oui. D'accord. D'accord. Alors, mais vous parlez de s'informer sur les entreprises et autres. Où est-ce que je peux tirer ces informations? Comment je fais pour obtenir cette actualité économique-là? Déjà, sur certains sites, au D'accord. niveau de la BRVM, il y a aussi sur des chaînes de télévision telles que Business 24, il y a aussi des revues économiques, D'accord. des brochures économiques qui présentent déjà les états des sociétés cotées, D'accord. voilà, sur le marché. Alors, Laure, vous venez d'expliquer qu'il est important pour l'investisseur d'être informé avant de prendre des positions sur le marché. Mais celui, par exemple, qui ne prend pas la peine de s'informer, qui ne s'intéresse pas à l'actualité économique et financière, quel est le danger qu'il court en ne prenant pas de telles dispositions et en investissant directement au niveau du marché? Pour répondre à votre question, Oui. pour l'investisseur qui ne s'informe pas avant d'aller sur le marché, Oui. peut déjà aller à la perte D'accord. de son fonds d'investissement. Parce que introduire son fonds d'investissement sur des actions qui sont déjà en baisse ou sur une société qui est en liquidation peut entraîner vraiment une perte de son fonds investi sur le marché. D'accord. Donc, celui, par exemple, qui ne s'informe pas au préalable et qui prend des décisions d'investissement peut faire une mauvaise appréciation du marché et il peut perdre son argent, il peut perdre son capital. C'est ce que vous dites? C'est ça. D'accord. Donc, selon vous, il est vraiment important pour l'investisseur, avant d'investir, pour prendre de bonnes décisions, il faut qu'il ait le maximum d'informations sur la société dans laquelle il veut prendre une position d'investissement. Et c'est dans cette optique que nous, chargés, nous sommes à mesure de pouvoir les conseiller sur ces différents investissements. Nous sommes à mesure également de les conseiller sur ces différentes sociétés qui sont cotées en bourse, les permettant de pouvoir fructifier leurs fonds, leurs fonds d'investissement. Alors, vous, par exemple, en tant que chargé de clientèle et moi, en tant qu'investisseur, je peux vous appeler pour dire, par exemple, Abdou Laure,
je vais investir sur la valeur Sonatel par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez me donner des conseils, vous pouvez m'orienter, c'est ça? C'est ça. Chargé de clientèle, est-ce que vous jouez ce rôle-là aussi? Effectivement, nous sommes là pour orienter les investisseurs, nous sommes là pour les conseiller, nous sommes là également pour gérer leur portefeuille. D'accord. Alors, quel est l'appel que vous pouvez lancer à l'endroit des téléspectateurs? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour que désormais, ils puissent véritablement s'intéresser à l'actualité économique et financière? Ok. Je dirais à tout investisseur, avant de pouvoir prendre des plans d'investissement sur un marché, il est bon pour vous déjà d'avoir une culture économique sur chaque structure sur laquelle vous voulez aller. D'accord. Voilà. Nous sommes pratiquement au terme de ce numéro de Au cœur de la bourse. Merci encore une fois de plus à Doulor pour avoir participé à cette émission. Ça a été pour nous un agréable plaisir de passer ce temps avec vous. Nous vous donnons rendez-vous très rapidement sur Business 24 pour un nouveau numéro de Au cœur de la bourse.